On va tout de suite donner la parole à Anne et après on va faire, si vous êtes d'accord, tous les deux, faire une discussion globale du sujet du métier d'anesthésiste, de l'organisation et du bloc opératoire. Bon, bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation de toute l'équipe, de tous les médecins de la communauté cet après-midi et de moi pour terminer cette session. Et effectivement, comme Laurent, je dois dire que, et je pense qu'on va le voir dans le cours de l'exposé, la présence d'une équipe d'anesthésie, je veux dire ici présente, en tout cas d'un certain nombre d'anesthésistes animateurs présents ici, auprès de vous, est un élément important, car pour parler de sécurité au bloc opératoire, on ne peut pas faire autrement que de parler d'équipe opératoire. Et une équipe opératoire, c'est forcément des anesthésistes et des chirurgiens. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui tournent autour de nous, mais si la coopération ne fonctionne pas entre nos deux métiers, clairement, ça ne peut pas avancer. Donc, je vais essayer de faire un petit overview rapide de ça, parce qu'en fait, la réflexion sur la sécurité, d'ailleurs dans le monde médical et pas seulement en chirurgie, mais la chirurgie, on va voir, a un rôle assez sensible au milieu de tout ça. En fait, c'est une réflexion très récente. Hein, ça commence en 1999. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ce bouquin qui est sorti aux États-Unis, qui s'appelait Error is Human, Errare humanum est, l'erreur est humaine, et que ce document, qui était un gros bouquin, en gros disait il y a à peu près 500 000 patients qui meurent ou qui ont des complications graves liées aux soins aux États-Unis chaque année. Ça a fait un bruit énorme aux USA. Avant, on n'en parlait jamais, ni aux USA ni ailleurs. Et d'un coup, le monde entier s'est réveillé à la suite de ça, en disant, mais que se passe-t-il? Eh bien, ce que nous faisons, nous, médecins, et disons, système de santé en général, notre objectif naturel, c'est de soigner. Et on a pris conscience d'un coup que, dans un bon nombre de cas, on ne soignait pas, mais on créait des complications, de la iatrogénie, dont on n'était bien sûr pas volontairement responsable, mais qui était présente et qui posait un énorme problème. Et donc, ce livre, publié aux États-Unis, a diffusé dans le monde entier très très rapidement et a conduit à une réflexion très importante un peu partout, y compris en France. Et vous connaissez maintenant les commissions qualité-sécurité, la création de la HAS, tout un tas de systèmes qui se sont mis en place, dont l'objectif est de répondre à cette problématique de iatrogénie, de complications liées aux soins, qui est devenue quelque chose de très important et dont on voit qu'elle obère la progression de la qualité des résultats médicaux, alors que par ailleurs, on a énormément progressé en médicaments, en technique chirurgicale, en anesthésie et dans tous les domaines de la médecine, et que la pente de l'amélioration, elle est réduite à cause de cet effet pesant de la iatrogénie. Alors, beaucoup de gens ont dit oui, mais ça c'est l'Amérique, ils sont pas très bons, ils font n'importe quoi. Et donc du coup, en 2004, puis après en 2009, sont sortis en France une enquête qu'on appelle ENEIS, qui est une très grosse enquête, méthodologiquement superbe, réalisée par des collègues de Bordeaux, et qui a été réalisée à l'échelon national, avec un échantillon très important, donc une méthodologie qui était vraiment impeccable, et qui permettait de tirer des conclusions. Et cette enquête a été faite en 2004, et refaite en 2009 pour vérifier, et pour voir s'il y avait une évolution dans cette période de 5 ans. Et qu'est-ce qu'on a montré? Eh bien qu'en gros, alors bien entendu, à la taille, à l'échelle des pays, en gros c'était pareil. Je ne vais pas vous détailler tous les chiffres qui sont marqués sur cette diapositive, mais on s'est rendu compte que les complications liées aux soins, les événements indésirables graves, les EIG, dont peut-être ce terme vous l'entendez maintenant régulièrement dans vos établissements, eh bien ces événements indésirables graves représentent un poids très fort sur le système hospitalier, sur le système de soins d'une façon générale. Et vous voyez en bas de la diapositive ici que quand on regarde finalement, quand on essaie de décortiquer un peu où ça survient, comment ça survient, eh bien regardez, il y en a plus en chirurgie qu'en médecine. Et toutes les études confirment ça. La chirurgie en général, le bloc, le post-op, la prise en charge chirurgicale et anesthésique, inclus à l'intérieur, est associée à un plus haut taux de complications que les actes médicaux. Alors ça ne paraît pas tellement surprenant, puisque vous faites des actes, je dirais, directs, nous on fait des actes directs, un médecin il prescrit des médicaments, mais globalement, le niveau de risque que nous générons est évidemment plus élevé que celui des médecins. Il n'empêche que prendre conscience
du fait que notre pratique médicale est associée à un risque plus accru, est quelque chose qui est important à prendre en considération. Et vous voyez par exemple en bas, pour vous donner une idée chiffrée très pratique, on considère qu'il y a un événement indésirable grave qui obère la santé du patient, son devenir, voire sa survie, tous les 5 jours, et en gros un événement indésirable grave, évitable, c'est le système, c'est nous qui n'avons pas bien agi d'une certaine façon, pour un service de tranquille, autrement dit un service assez standard. Donc c'est-à-dire que dans votre pratique, dans la nôtre, on en a pratiquement tout le temps, des événements qui sont associés à nos pratiques, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas se passer d'une réflexion autour de ça. Donc les États-Unis, la France, le monde entier est à peu près au même niveau de sécurité, ou plutôt, on va dire, d'insécurité. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand on a pris en compte et qu'on a considéré finalement le fait qu'on crée des problèmes? Il a fallu bien sûr trouver des solutions. Et les solutions, il y en a un certain nombre bien sûr qui ont été proposées, mais le schéma général qui a été mis en œuvre, eh bien c'est essentiellement ce qu'on a appelé des actions a posteriori. On s'est dit que l'insécurité résulte des manquements au règlement, aux bonnes pratiques, on ne fait pas bien les choses, on ne prescrit pas bien, on ne fait pas bien l'acte, etc. Et que donc finalement, s'il y a des complications, c'est essentiellement, a priori, l'acteur de soins, on dit dans le jargon de la sécurité, l'acteur de première ligne, autrement dit, celui qui est directement au lit du malade, c'est lui qui fait la faute et c'est lui qu'il faut punir. Et vous savez bien que dans beaucoup de circonstances, encore actuellement, on voit finalement, non pas le système puni, ou réprimandé, ou analysé, mais la personne qui a fait, malheureusement, la pauvre erreur, qui s'est trompé de flacon, ou qui a fait un geste, comment dire, pas parfait, mais parce que les conditions dans lesquelles ces gestes ont été faits n'étaient pas faites. Donc, devant cette situation-là, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé tout un tas de systèmes qu'on appelle schématiquement analyse a posteriori. Autrement dit, on regarde les erreurs qui ont lieu, et chacune d'entre elles, en tout cas certaines d'entre elles, celles qu'on peut analyser, on les analyse, on les regarde, on discute, on les staffe. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a créé les RMM, qui sont en fait des analyses a posteriori d'événements indésirables. On écrit des protocoles, on dit, puisqu'on n'a pas bien fait là, on va écrire une procédure. Alors on la diffuse, et on dit, maintenant, vous devez appliquer la procédure. Mais le problème, c'est que, évidemment, produire un texte qui fait une page, une demi-page, et qui décrit une procédure de soins, c'est comme, excusez-moi, c'est pisser dans un violon. Parce que si on ne l'explique pas, si les gens ne sont pas d'accord, si on n'a pas vérifié la validité du système, que ça fonctionne dans le système de soins dans lequel on l'a produit, ça ne sert pas à grand-chose, elle ne sera pas appliquée, donc elle ne produira pas les effets bénéfiques qu'on attendait de ce document. On va essayer de renforcer l'adhésion au protocole qui existe déjà, on va faire les RMN, et puis on va créer des barrières, tout un tas de systèmes d'interdiction. Alors c'est pas trop vrai en chirurgie ou dans notre monde à nous, mais par exemple, regardez la transfusion. La transfusion, il n'y a pas un domaine en médecine où il n'y a pas plus de documents réglementaires pour chaque millimètre de l'avancée du malade dans le parcours de la transfusion, il y a une loi. Et il y a une obligation. Et donc, évidemment, quand vous avez une complexité pareille de système, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à côté, ils violent les barrières, parce que c'est trop compliqué, certaines de ces barrières ne sont pas adaptées ou pas utiles, et donc, du coup, ils font comme si elles n'existaient pas, et donc, bien sûr, ils se mettent en faute par rapport au règlement, mais parfois, ce n'est pas totalement inutile. On crée des checklists, des bundles, je ne sais pas si vous connaissez ce terme de bundles, c'est des sortes de protocoles où on agrège plusieurs idées ensemble, des protocoles qui mélangent plusieurs sections, et puis on crée des audits et des registres. Alors dans les registres, il y en a un que sûrement vous connaissez, qui a été pas mal mis en avant par les équipes chirurgicales et d'ailleurs par l'anesthésie également, c'est tout le système de l'accréditation des médecins, où on demande finalement aux médecins, en s'inscrivant, de déclarer ce qu'on appelle des événements porteurs de risque. Peut-être le terme de EPR vous dit quelque chose, c'est assez largement utilisé aujourd'hui. C'est quoi des EPR? Ce sont des complications, ou plus exactement des événements, qui auraient pu mal se terminer, mais qu'on a rattrapé à temps, et donc, ouf, il ne s'est pas passé de complications réelles, mais on sait très bien que ces situations-là, elles auraient pu dégénérer aussi bien que bien se terminer. Et donc, en fait, on prend des événements qui se terminent bien, qui sont moins émotionnellement compliqués à analyser que des accidents graves, et on demande aux chirurgiens, aux anesthésistes, aux différents métiers, de les déclarer, de les analyser.
Et donc c'est ce système d'accréditation individuelle des médecins qui a été mis en place par la HAS il y a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années. Et en chirurgie, je vous montre juste ici un exemple, voilà, il y a des travaux en orthopédie dans lesquels on a étudié, analysé, essayé de comprendre pourquoi ça survenait. Et là, c'est l'exemple de l'antibioprophylaxie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bien suivi les règles et pourquoi ça a donné, ou ça aurait pu donner des complications. Alors, dans cette base, disons, d'analyse des événements indésirables et des fameuses EPR, des événements porteurs de risque, vous voyez qu'il y en a énormément qui ont été décrits et qui sont rapportés à la HAS. Regardez sur une époque, sur une durée de, je sais pas, 6-7 ans, il y a 47 000 événements qui ont été décrits, rapportés par les médecins eux-mêmes, et qui décrivent également ce qu'ils ont vu comme facteur explicatif. Et vous voyez que, dans un très grand nombre de cas, eh bien, ce n'est pas l'individu lui-même qui est responsable, ce n'est pas le chirurgien qui est mauvais ou l'assiste qui impute mal, c'est le système, c'est le fonctionnement de l'équipe, c'est le dysfonctionnement de l'équipe qui est en cause là-dedans. Et dans ce dysfonctionnement de l'équipe, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, essentiellement des problèmes de communication, dont Laurent a déjà un peu parlé, qui a été évoqué tout à l'heure dans les relations entre les gens, qui pose un problème encore important, puisque ça explique pratiquement un tiers de l'ensemble de ces situations-là. Des défauts de transmission et d'alerte, mais c'est aussi finalement des éléments de communication. Une imprécision dans la répartition des tâches, ça je pense que ça vous parle. Qui s'occupe du malade à tel moment, qui fait la prescription de ceci, et bien si ce n'est pas correctement défini, et bien bien sûr, à la fin, et bien il y a un jour où l'événement survient, parce qu'on n'a pas bien décrit les choses. Alors, finalement, ça c'était cette notion un peu d'analyse des événements, le fameux fromage suisse, peut-être vous connaissez ça, vous avez entendu parler de ça dans la RMM, c'est quoi en gros? On analyse un petit peu pour chaque planche, à chaque tranche de barrières là, qui ont pu être mises en place, on analyse ça pour essayer de voir quels sont les facteurs contributifs à la survenue d'une complication. Je ne vais pas détailler là maintenant, on n'a pas le temps de le faire, si ça vous intéresse à la discussion, on ira un petit peu plus loin. Et puis, finalement, là aussi, je vais peut-être passer pour gagner un peu de temps. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération pour nous tous, ici présents dans la salle, c'est que toujours quand on reprend une EIS, cette fameuse enquête française de très bonne qualité, eh ben, les problèmes dans le milieu chirurgical sont plus fréquents que dans le milieu non chirurgical. Alors finalement, c'est quoi les problèmes qui sont présents là-dedans? On a commencé à évoquer les problèmes de système, d'équipe, mais il y a aussi les problèmes de compétences. Ça, si on nie ça, on fait à mon avis une grosse erreur, parce que bien sûr, toute la réflexion actuelle a pour but de dire le système cause, favorise les erreurs, vous êtes formidable, mais le système vous a poussé à l'erreur. Oui, c'est vrai, on va y revenir dessus, mais en même temps, si on ne travaille pas sur la compétence de chacun, le parcours de formation, qui sont des éléments très importants, bien sûr, on n'avancera pas très vite. Voilà, ici, ça c'est juste un papier pour montrer des gens qui ont réfléchi sur les erreurs au cours de la chirurgie laparoscopique, qui sont des erreurs procédurales, qui sont décrites là-dedans, et évidemment, si on n'est pas bien formé, si les professeurs, si les enseignants ne réfléchissent pas au parcours de formation des internes, ou des gens plus expérimentés, clairement, on ne formera pas des bons chirurgiens, et je dirais de façon parallèle, on ne formera pas des bons anesthésistes. Et vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a un arrêté en avril 2017 qui est paru, qui décrit pour chaque spécialité, et pour chaque spécialité, donc pour toutes les DES, pour tous les internats, le contenu exact de chacune des éléments de la formation, de ce qu'on appelle la phase socle, la phase d'approfondissement et la phase de consolidation, et qui dit à chaque phase qu'on doit apprendre les compétences qui doivent être acquises et les moyens à mettre en œuvre pour justement que les gens apprennent leur métier pendant l'interne. Et donc la compétence procédurale, technique, le métier, les médicaments pour nous aussi, tout ça, c'est quelque chose qui est évidemment important. Et si on ne faisait pas un gros effort sur cette partie, je dirais, technique, on raterait un élément important. Mais le point sur lequel j'aimerais peut-être attirer votre attention, qui est peut-être moins connu ou qui est peut-être moins pris en compte, c'est finalement ces fameuses erreurs système dont on parlait déjà tout à l'heure. Et en fait, c'est tous les éléments d'organisation, d'organisation à la fois du système lui-même, du bloc opératoire, des personnalités, et tous les systèmes qui, finalement, lorsqu'ils ne sont pas bien mis en œuvre, conduisent à des accidents. Je n'ai pas le temps de détailler ça, mais évidemment, j'ai déjà employé plusieurs fois le mot d'équipe opératoire, le mot de communication, le mot de l'idée de travail en équipe.
Eh bien, la checklist HAS, même si elle grappe beaucoup de gens qui trouvent que ça ne sert à rien, que ce n'est pas très intéressant, que ça n'apporte pas de bénéfices en termes de sécurité, elle a au moins un avantage potentiel, c'est qu'elle oblige les gens à se parler. Et que donc elle oblige les gens même qui ne travaillent pas tous les jours ensemble, comme d'ailleurs je vous rappelle que dans un équipage d'avion, hein, ils ne se connaissent pas. Hein. Le pilote n'a jamais vu le steward et l'hôtesse, et c'est pas parce qu'ils ne se connaissent pas qu'ils ne travaillent pas bien ensemble. Donc c'est vrai, c'est sûr, quand on se connaît, qu'on a de l'amitié, de la reconnaissance et du respect, ça facilite les choses. Mais même dans un système où les gens sont impersonnellement, présents, on peut avoir quand même des capacités de communication qui sont améliorées, et notamment par des procédures spécifiques, telles que la checklist opératoire. Ça, je crois que Laurent en a parlé tout à l'heure, et pour renforcer, pour améliorer ça, la HAS, vous avez peut-être vu ça, a produit un document, une stratégie d'analyse sur la coopération entre nos métiers, pour essayer d'améliorer ça et faire en sorte que dans les prochaines années, on soit non pas tout le temps un peu en bagarre, en discussion, en compétition, etc., mais qu'on soit vraiment plutôt dans un travail d'équipe. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut vraiment améliorer ça? On peut faire ça par les règles, les procédures, la HAS, les obligations, les textes de loi, mais clairement, il faut changer la culture, parce que si on ne change pas la culture, les gens se sentiront toujours obligés de faire la checklist, ça va les emmerder, ils ne vont pas être contents, et donc du coup ils le feront à contre-cœur. Et pour que les gens le fassent de bon cœur, et qu'ils aient l'impression que ça soit vraiment utile, il faut les former à ça. Et il y a deux niveaux de formation pour ça. Il y a, comme par exemple dans cette étude-là, ce sont ici des étudiants chez les internes d'anesthésie, de chirurgie, les élèves infirmières, les étudiants TIAD, les étudiantes en soins infirmiers. Il faut mettre tous ces gens-là ensemble au cours de leur formation, dans ce qu'on appelle des formations interprofessionnelles, pour qu'ils apprennent à se connaître dès le début, qu'ils se respectent, qu'ils voient que chacun a quelque chose à apporter au système, qui n'est pas la même chose, et qu'il n'y a pas naturellement le médecin ou le chirurgien qui est au-dessus, qui est le leader par rapport à l'infirmière, et que chacun a quelque chose à apporter. Et donc il y a maintenant pas mal d'études, il y a toute une stratégie au sein des facultés de médecine et des écoles d'infirmières, dont l'objectif c'est d'essayer de trouver les moyens pour former les gens ensemble dans ce qu'on appelle la formation interprofessionnelle. Et puis, on peut également prendre des gens qui sont déjà formés, qui ont passé le stade de la formation initiale, qui sont déjà en activité clinique, et ici c'est une étude nord-américaine, mais ça commence à se faire un petit peu maintenant chez nous également, c'est prendre des gens qui travaillent ensemble, ou des équipes opératoires, des chirurgiens, des anesthésistes, des penseuses, et faire ce qu'on appelle la simulation in situ, c'est-à-dire dans le bloc opératoire, ou dans un équivalent de bloc opératoire, et des gens comme ça qui sont déjà diplômés, on les fait jouer des scénarios de crise, souvent sur des situations un peu difficiles, une hémorragie un peu grave, où on voit comment les gens se comportent, mais avec une analyse qui n'a pas pour but de dire « Ah, tu as mal fait », mais une analyse qui est bienveillante, et qui a pour but de dire « Ben voilà, on s'est trompé, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, et comment on aurait pu mieux travailler ensemble ». Et tous les travaux qui sont actuellement qui sont déjà publiés, ceux qui sont en cours, et le développement notamment des centres de simulation ont cet objectif. C'est une analyse bienveillante, positive, pour développer le travail en équipe et la communication interprofessionnelle. Alors, je vais passer là. Alors, le dernier point, peut-être, parce que je vois qu'il est déjà, j'ai déjà plus de temps à ma disposition, encore peut-être 2 diapositives ou 3 diapositives maximum, pour vous dire que dans l'analyse des bases, vous savez, d'accréditation, on a regardé ce qui s'est passé, et donc on analyse a posteriori. Dans la base REX des chirurgiens, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un truc intéressant, c'est que finalement, là, au début, tout le monde explosait, j'ai parlé de bloc opératoire, c'est-à-dire que, comme si la salle d'opération était le lieu de la gravité des problèmes. C'est vrai, il y en a beaucoup, mais regardez ici, 39% dans la base REX sur des milliers d'événements se passent en post-op. Et donc dans les salles d'hospitalisation, et donc si on néglige la situation du post-opératoire et de travailler aussi en équipe, d'analyser les comportements, les organisations, la répartition des tâches en post-opératoire, on rate une grave partie du problème. Et quand on voit que le phénomène principal associé, c'est les anticoagulants, on le comprend bien. Parce que les anticoagulants, si on ne discute pas ensemble de quand est-ce qu'on reprend le médicament, est-ce qu'on fait du préventif d'abord puis du curatif, est-ce qu'il faut faire le relais, le machin, tout ça. Si on n'en discute pas, ben forcément, il se passe des bêtises et les malades vont en pâtir par des complications graves et des hémorragies, voire des décès. Et donc là encore, on retrouve le maître mot qui est communication et travail en équipe. Alors là, je vais peut-être passer là-dessus. Et juste pour conclure, là maintenant, en gros, pour vous redonner les quelques mots-clés là que j'ai évoqués, la sécurité au bloc opératoire et en chirurgie, c'est vraiment un bon modèle d'analyse, parce que d'abord, il y a une équipe,
alors que les médecins souvent prescrivent un peu seuls, enfin sont plus isolés, même dans les services de médecine. Mais nous, on est tout le temps ensemble. Donc on a vraiment un métier de communication permanente. Et puis vous avez vu que du fait des actes que nous réalisons, vous et nous, eh ben, le risque est accru par rapport à la situation. Le péropératoire est concerné, bien sûr, mais le post-op, vous l'avez vu, hein, c'est plus d'un tiers des complications graves qui surviennent dans cette situation. Les facteurs procéduraux, autrement dit, les compétences techniques, vous, le geste chirurgical, nous, la pose du cathéter ou l'intubation, si on ne nous l'apprend pas correctement, s'il n'y a pas des règles procédurales d'apprentissage et de compétences, on va à la catastrophe dans les prochaines années. Donc la procédure, l'apprentissage procédural est très important et il ne faut pas le négliger. Mais aussi, et bien sûr, et surtout, et là où c'est peut-être la nouveauté pour quand même encore un certain nombre d'entre nous, eh ben, c'est les facteurs qu'on appelle non techniques, hein, qu'on a déjà évoqués. Le leadership, c'est qui dirige une équipe. C'est pas nécessairement le plus ancien ou celui qui a les cheveux les plus gris. D'accord? Ça peut être celui qui a le plus de compétences, celui qui sait réagir à un moment donné, celui qui connaît la pathologie mieux que l'autre. Et donc, en fait, le leadership peut d'abord varier au cours du temps. Et c'est pas nécessairement le PUPH qui doit être le leadership. Et ça, c'est un vrai truc intéressant. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, il y a toute une règle qui s'appelle speaking up. Ça veut dire quoi? C'est pour apprendre aux internes d'un côté et aux chirurgiens expérimentés, en salle d'opération, à faire en sorte que les internes de chirurgie puissent s'exprimer auprès de leur patron ou du senior, et le courage et la possibilité de s'exprimer, et ne soient pas rabroués ou n'aient pas peur d'être rabroués, alors passe par un système où le respect, le caractère très descendant et hiérarchique complique souvent les discussions. Et donc ça, on leur apprend maintenant aux États-Unis, à la fois aux plus jeunes, mais également aux plus anciens, à s'adouber dans ce système. Apprendre la communication et s'entraîner là-dessus pour avoir cette notion de sécurité globale, que ce n'est pas chacun des métiers qui a des éléments de sécurité, mais que la sécurité, elle est globale, c'est vraiment tous entre nous, et que pour ça, il faut apprendre à travailler sur ce qu'on appelle l'interprofessionnalité. Et pour ça, on a 3 stratégies au moins, il y en a d'autres, mais les plus importantes aujourd'hui, c'est les procédures, ce qui nous oblige un peu à faire ce qu'il faut faire, les checklists, les procédures de coopération, etc., comme celle de l'HAS, la formation à tous les niveaux, chez les étudiants et chez les gens formés, et puis la simulation médicale. Je vous remercie de votre attention. Sur la 2 minutes de questions sur le métier d'anesthésiste, peut-être venir tous les deux. Et voilà, les questions de rappeler. Merci d'abord pour cette excellente présentation. Je suis pour la deuxième de Vadou. Voilà. Je me suis pas mal occupé de revenir beaucoup de statistiques. Ouais. Vous entendez là? Vous entendez là? Voilà, je parle. Oui, donc, comme je disais, je me suis pas mal intéressé et occupé des revues pour la mortalité. À Paul Bon, c'était Henri Mondor. Et donc, j'ai eu le sentiment, mais je me trompe peut-être, vous me direz, vous me corrigerez, hein, que vous aviez quand même peut-être un petit peu quelques réticences en parlant des revues de mortalité. Vous avez parlé des critères de Ransom, là, il y a un pilote d'avion, c'est bien. Et puis après, vous avez dit que finalement, ça fait du constat post-opératoire. C'est vrai, mais quand même, de mon expérience, hein, à l'issue de ces séances, il y avait quand même des mesures correctives qui étaient adoptées, que j'ai trouvées extrêmement bénéfiques après, par la prise en charge des patients. Donc, je voudrais peut-être que vous nous disiez ça, si vous êtes d'accord avec ça, ou si effectivement vous avez une réticence. Non, je n'ai pas de réticence, c'est pour ce que j'ai peut-être mal exprimé, mais en fait, c'est le système des médecins ont des réticences à venir discuter, s'analyser, discuter ensemble et mettre les choses à plat. C'est pas moi qui ai une réticence. C'est souvent quand on discute avec les gens, ils ne viennent pas aux réunions, ils n'aiment pas trop en parler, c'est plutôt ça. Mais évidemment, vous avez raison, quand c'est bien fait, avec beaucoup de bienveillance et qu'on essaie de bien développer les choses qui se sont passées, c'est extrêmement productif et ça peut donner des mesures correctives tout à fait intéressantes. Donc, j'ai pas de réticence sur ce principe. Oui, j'ai le plaisir de poser une question à mon homonyme, Albert-Claude Benamou. Dan, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inspirer en matière de sécurité sanitaire au niveau des services, de ce qui se pratique actuellement à l'OMS pour la sécurité sanitaire internationale, c'est-à-dire des procédures d'évaluation externe conjointe entre les équipes elles-mêmes
Au niveau d'un pays, par exemple, c'est le pays lui-même qui produit son auto-évaluation sur les défauts éventuels de la sécurité sanitaire observée dans son pays. Mais des équipes externes, internationales, là ça peut être national, des échanges inter-CHU par exemple, inter-services, inter-médicaux, qui puissent devenir finalement coopérants pour produire quelque chose qui est consenti à la fois par les équipes elles-mêmes, mais qui reçoivent un regard extérieur qui permet d'avoir un jugement plus objectif. Alors ça se fait un petit peu, je dirais, dans le système de la certification des hôpitaux, puisqu'il y a des évaluateurs externes qui viennent et qui sont souvent des mêmes métiers que les nôtres et qui viennent regarder et analyser les choses. Alors il y a, comment dire, du bon et du moins bon, comment dire, le système n'est pas parfait évidemment, mais il y a déjà un peu cette évaluation externe par la certification. On pourrait le pousser plus loin, évidemment, ça serait vraiment très intéressant, mais c'est assez lourd à mettre en œuvre, il faut trouver des volontaires, il faut mettre tout en place, tout un système. Le principe est intéressant. Oui, c'est ça. Et puis il y a un problème de culture, et on voit que là, on est encore un peu aux prémices de cette acculturation en termes de sécurité. Quand les gens s'habitueront progressivement à travailler ensemble, accepter d'être audités, ou accepter d'auditer les autres avec bienveillance, alors à ce moment-là, on pourra mettre en place le système. Ce type de système. Mais c'est peut-être un peu près. En général, on a recours à ce système-là quand on oui, malheureusement. Mais oui, mais c'est justement il y a une autre pas. mentalité également, c'est le sentiment de culpabilité. Bien sûr. Qui est-ce qu'il faut changer? Il y a une question, oui. Question, un commentaire aussi extrêmement bienveillant, parce que nous avons travaillé pendant 40 ans ensemble dans différentes structures, que nous avons mis ensemble l'hôpital de jour de Bicêtre avec les contraintes que ça représentait et toutes les réflexions qui ont été menées sur les prescriptions d'anesthésie, la certification, la qualité extrême dont nous avons cherché, nous sommes toujours en télé. Même si parfois, effectivement, les rapports les uns les autres étaient un peu plus difficiles. Mais à cette époque-là, j'avais d'ailleurs contribué, où j'étais à l'AFC, à la réunion avec le Conseil de l'ordre pour essayer de nous entendre bien, et finalement, c'est quand même ça s'est pas mal passé. Mais je pense effectivement l'ouverture vers l'extérieur, on va chercher à le faire aussi en venant des chirurgiens étrangers, et des Anglais en particulier. C'est une très bonne solution, je pense. Voilà. Donc, merci, bravo et une notion de tout le travail de faire ensemble. Merci. Bien, écoutez, on va donner peut-être la parole 5 minutes à Nicolas Bruder, qui 2 minutes, qui représente à la fois la SPAR et la Fédération de l'Avenir. Pendant qu'il s'installe, je voudrais juste dire que toutes ces communications sont sur YouTube, et je voudrais dire aux académiciens que l'idéal maintenant, c'est de vous inscrire sur notre site et YouTube, car à ce moment-là, on a des bonus, et c'est très important pour l'Académie de chirurgie, non seulement de les regarder, mais à ce moment-là, de vous dire, en langage moderne d'adolescent, je kiffe, et si vous cliquez sur ça me plaît, à ce moment-là, ça fait du bien à l'Académie. Voilà. Je like, c'est pas je veux mais je suis pas anglo-saxon. Voilà. On vous donne la parole pour la conclusion. Oui, très rapidement, donc je voudrais bien sûr remercier l'Académie de chirurgie pour l'invitation de l'anesthésie, remercier bien sûr la Fondation de l'Avenir, Dominique Le Tourneau, et puis le président du comité scientifique, Eric Allaire, qui a permis cette réunion. Et puis peut-être en vraiment 2 minutes, donner mon avis sur quels sont les défis aujourd'hui de l'anesthésie, puisqu'on a vu les progrès, qu'est-ce qui va se passer demain, parce que finalement c'est l'avenir qui nous intéresse, c'est bien ça. Donc on a parlé beaucoup de sécurité, et effectivement, dans les années 70-80, la sécurité c'était absolument fondamental. Et on se souvient qu'à ce moment-là, il y avait des patients qui mouraient sur table, il y avait des patients qui mouraient en post-opératoire, ce sont des complications respiratoires. Et j'ai l'impression, quand on entend Dan Benamou, qu'on ne parle plus de la même sécurité. On parle d'événements indésirables graves, et finalement des patients procédurables, quelque chose qui est en toile de fond pour les chirurgiens, pour les anesthésistes, mais qui n'est plus la préoccupation principale quand on rentre au bloc opératoire. Est-ce que mon malade va survivre? Non, c'est pas ça à quoi je pense moi, quand j'endors un malade. Et puis dans les années 80-90, on a développé les techniques, la boîte à outils. Maintenant, on maîtrise un peu la plupart des outils, il faut être rapide, mais je vais être très rapide. Et on voit que ces outils, on les maîtrise, les anesthésistes, maintenant les internes, savent maîtriser la plupart des techniques, même si bien sûr il y a des experts. Et ces techniques ont permis d'améliorer les procédures. Et on voit que maintenant, on est passé à la douleur, à la prise en charge de la douleur, mais pas seulement de la douleur.
On a évoqué l'anémie. Les chirurgiens orthopédiques connaissent sûrement la magnifique étude de Carson sur le redressement de l'anémie à long terme. Et donc les anesthésistes sont en train, à nouveau, c'était le cas dans les années 80, de sortir du bloc opératoire, et on parle de médecine périopératoire. Je vous rappelle que la spécialité a changé de nom. Elle s'appelle anesthésiologie, réanimation et médecine périopératoire. Et peut-être un des défis, ça va être à nouveau que les anesthésistes aillent plus dans les services de chirurgie et même éventuellement fassent des consultations à long terme, comme vous faites tous les jours, pour voir les patients à long terme, parce que je crois que pour réagir à ce qui se passe et aux complications, il faut en avoir conscience. Et cette dissociation entre certains algologues et puis les anesthésistes qui finalement ne parlent pas de la même chose est assez délétère parce qu'on ne s'approprie pas les complications. Et puis, une dernière chose qui est en train d'arriver, on a assez peu parlé, c'est finalement le vécu du patient. Le vécu du patient, comment les patients vivent leur période périopératoire. C'est ce que les anglo-saxons appellent les patient reported outcomes, qui est en train vraiment de se développer entre deux techniques qui sont équivalentes en termes de soins. Quelle est celle que le patient préfère? Et ça, c'est pas évident, ça nous challenge beaucoup. C'est un développement énorme et je crois que c'est vraiment le défi de demain, aussi bien pour vous que pour nous, savoir quelles sont les techniques qui vont donner le meilleur confort de l'OPS. Et je vais faire un parallèle avec les oncologues. Les oncologues, il y a quelques années, ont réalisé que peut-être ce qui était le plus important, ce n'était pas de gagner 2 ou 3 mois en termes de médiane de survie, mais aussi d'avoir la meilleure qualité de vie possible lors de leur chimiothérapie. Et donc on s'oriente vers la même chose, et ça va réellement être difficile pour nous en tant que chef, on va dire, décideur des techniques de soins, de voir les patients arriver dans nos structures pour nous dire nous on préfère ça. Voilà, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. J'ai laissé à sortir évidemment pour vous ce petit papier que j'aimerais que vous preniez, c'est une belle histoire. Voilà.